Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode beaucoup trop long de Fantine Flash, qui porte donc très mal son nom, mais passons. Aujourd'hui, on va parler du dernier numéro de Cache Investigation. C'est la première fois que je regardais cette émission, dont certains ont tendance à dire qu'on l'apprécie, jusqu'à ce qu'elle traite d'un sujet qu'on maîtrise. Attends, mais c'est pas l'émission présentée par la blonde aux cheveux courts? Élise Lucet ? Oh oui, c'est mon idole! Élise, je t'aime! Tu es la gentille qui combat les méchants! Ouais, tu vas voir Hippocrate, tu vas bien vite changer d'avis. En avant pour débunker Cache Investigation, liberté, santé, inégalité. Alors on va commencer tout de suite avec une petite remarque qui n'a l'air de rien, mais qui aura son importance pour la suite. Ici, on voit Olivier Véran saluer une collaboratrice sans lui serrer la main. Ils se font un check. Évidemment, on n'a pas la date des extraits, mais tout le monde porte un masque dans l'entourage du ministre sur la bouche et le nez. Élise Lucet arrive en retard, ses deux caméramens ont le masque sous le nez, le sien a les élastiques croisés, créant un magnifique trou sur chacune de ses joues pour bien laisser le virus passer. Puis elle tend la main à Olivier Véran, bien ouverte. Lui, dès le moment où il lève le bras, a le poing fermé. On a donc, en 20 secondes, deux masques sous le nez, un masque qui bâille et une tentative de poignée de main. Tout cela en pleine pandémie. Tu ne serres pas la main parce que Covid ? Bah non en fait. Déjà vous arrivez à 3 en portant votre masque n'importe comment, et puis surtout, c'est pas toi qui ne lui a pas serré la main, c'est lui qui t'a rappelé qu'il ne fallait pas le faire. On se check le point. On n'a même pas passé 30 secondes d'émission et Élise Lucet essaye déjà de biaiser. Non, mais là tu pinailles! T'as déjà couru avec une caméra sur l'épaule et un masque sur le nez? Il a juste glissé et ça va! Et puis pour Élise, c'est juste parce que c'est plus joli au croisillon. Les 2 minutes suivant le générique sont, à mon sens, tout à fait représentatives du reste de l'émission. On commence par un bon bac au violoncelle, un décor plein de dorures et de boiseries, un homme en costard qui descend un escalier en marbre à côté d'une statue. Puis changement d'ambiance et de lumière. L'image est plus sombre. De nouveau, whoosh, un homme fait son jogging en pleine campagne. Puis nouveau tableau, peut-être le plus insultant et révélateur de l'épisode. Ok. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Sur la première scène, on nous parle de beaux quartiers. Que l'on vienne des beaux quartiers. Non mais ça, c'est pas les beaux quartiers, c'est un putain de château. Sérieusement, qui vit dans ce genre de palais? Bref, c'est un cliché pour nous faire comprendre qu'on parle des riches. Ah oui! Le style est vachement sympa. La statue, l'escalier, c'est très chouette. Bon, par contre, il faudrait repeindre la statue, parce que là, en blanc, c'est vraiment pas terrible. Puis, c'est le tour des campagnes reculées. Ou des campagnes reculées. Et cette image est très importante parce qu'elle reflète la vision d'Élise Lucet de ce qu'est la campagne, l'agriculture, la tradition, le travail manuel à la sueur du front. Tout cela renforcé par la musique presque western, et on verra d'ailleurs que c'est une thématique qui fera office de fil rouge. Mais il y a déjà un souci. Si la première scène montrait les riches et que le discours se construit en opposition, ça veut dire que les campagnes reculées représentent les pauvres. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas de la part d'Élise Lucet, mais ce qui est gentiment distillé ici, c'est que on a la ville avec les gens riches et la campagne avec les gens pauvres. Moi, ça me pose problème, surtout quand on dit défendre les personnes vivant dans des déserts médicaux. Et cette construction en dichotomie sera confirmée tout de suite après avec l'opposition entre l'hygiène de vie irréprochable, représentée par le jogger, Que l'on ait une hygiène de vie irréprochable. et la vie plus dissolue, représentée par une mauvaise alimentation. Ou que l'on mène une vie plus dissolue. Et encore une fois, cette phrase pose problème. Depuis quand faire une activité physique représente une hygiène de vie irréprochable? Ce n'est clairement pas suffisant. Si on veut faire un vrai cliché, il faudrait surtout parler d'alimentation, de tabac et d'alcool, mais difficile de montrer des signes négatifs. Alors intéressons-nous à la deuxième image. Déjà, l'homme est en jogging, il vient peut-être de terminer son footing, et surtout, bien qu'on ne soit pas loin du cliché de l'hygiène de vie déplorable, il y a un grand absent. Où est le tabac? Ok, pour la junk food et l'alcool, on peut comprendre la sédentarité par le jogging, mais le principal facteur de risque modifiable de mortalité en France, ça reste encore le tabac. Et si vous ne savez pas d'où vient ce joli graphique, abonnez-vous à la chaîne, on en parle très bientôt. Alors pardon, à moins que ce truc-là, ce soit une cigarette et pas un stylo. Sachant que si c'est une cigarette, elle n'est même pas allumée. Quand soudain, la maladie frappe. Et encore une fois, c'est faux et insultant. Les deux principales causes de décès en France, ce sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. On ne meurt pas d'un coup d'un seul d'un cancer, donc l'image est ratée. Et même pour les maladies cardiovasculaires, les syncopes à l'emporte-pièce qui arrivent d'un coup d'un seul sans prévenir, c'est rare et c'est surtout loin d'être la première des manifestations des maladies cardiovasculaires.
Encore une fois, le message est faux et en devient donc ridicule. À moins que la volonté de base était bel et bien d'être ridicule. Et à la seconde d'après, on comprend que c'était effectivement le cas. Un homme tousse avec de la pâte à modeler sur le visage en se dirigeant vers le service de chirurgie. Sans masque. Et en toussant dans sa main et pas dans son coude. Si un médecin quelque part sur cette terre connaît une maladie qu'on traite par chirurgie qui fait tousser et donne ses lésions cutanées, s'il vous plaît qu'il nous le dise en commentaire. Franchement, ça m'intéresse. Après plus de 10 secondes sans raconter de conneries, il fallait bien s'y remettre. Et donc voilà le premier médecin. Alors déjà, ça, docteur, c'est un stéthoscope et ça se range dans la poche de votre blouse, contrairement à ce que Kierzek voudrait bien nous faire croire. Et puis ce ton sérieux, mais quel médecin au monde fait entrer ses patients dans le cabinet avec un aussi nonchalant et blasé? Bah quoi? Ça t'arrive pas à toi de passer des journées de merde? D'accord, prenons quelque chose de plus factuel. Juste après, on nous parle de la gratuité des soins. Alors oui, mais non, en fait. En France, les soins ne sont pas gratuits, mais remboursés. Et ça, c'est une grande différence. Ils sont gratuits quand on est bénéficiaire de la CMU, ou en cas de maladie longue et coûteuse, les ALD. Pour le reste, sur les 25 € d'une consultation de médecine générale, le patient paye 25 €. Il est remboursé 17,50 € par la sécurité sociale et 7,50 € par sa mutuelle. Alors certes, c'est une nuance, et l'idée c'est que notre système de santé permet à chacun de se soigner sans trop de difficultés financières, ce qui est vrai, mais l'expression gratuité des soins, elle est abusive, et dans une émission qui parle justement de ça, ça fait pas très sérieux. Puis tout le monde ouvre la bouche et nous sert son plus beau. Mais y a rien qui vous chiffonne? Dans la salle d'attente, il y avait visiblement 4 motifs de consultation. La maladie qui fait pousser de la pâte à modeler sur le visage, un mal de ventre, une traumatologie du bras et une traumatologie de la jambe. À quel moment on fait un examen ORL pour une entorse de la cheville? Je crois qu'on va faire une radio des pieds quand même pour être sûr. Encore une fois, si des médecins font ça, qu'ils me le disent en commentaire, a fortiori aux urgences où on a à peine le temps d'examiner les patients correctement. Et comme on n'est plus à un cliché près, chacun repart avec des médicaments. Car oui, c'est bien connu que toute pathologie, quelle qu'elle soit, nécessite forcément des médicaments. À titre indicatif, voici une liste non exhaustive de problèmes de santé qui ne nécessitent jamais aucun traitement médicamenteux en dehors d'éventuels antalgiques pour les douleurs. Puis, sur fond de Marseillaise finissant en eau de boudin, on nous rappelle qu'en France... Lorsqu'il faut se soigner, nous sommes tous égaux. Cocorico! Alors premièrement, il faudrait être sacrément stupide pour penser que, quelle que soit la situation, 67 millions de personnes puissent être toutes parfaitement égales. Et surtout, bah oui, cocorico! Il existe beaucoup de classements des meilleurs systèmes de santé au monde, et vouloir établir un tel classement n'a en fait pas de sens, puisqu'il varie forcément en fonction des critères qu'on met dedans. Mais la France est loin d'être mauvais élève dans le monde, et même en Europe. En fonction des critères évalués, elle est de la 7e à la 20e place, et elle pêche effectivement par le manque de disponibilité de ses médecins. Mais franchement, pas de quoi rougir. Oui, alors que nous, c'était plutôt le contraire. Des médecins et des rebouteux, il y en avait un peu partout, mais bon, on bossait pas gratos non plus, faut pas déconner. On notera encore une fois l'absence totale de masques sur le tournage, y compris de la part des techniciens. Car en réalité, notre système de santé creuse les inégalités. Eh oui. On y est. Faisons une expérience de pensée et imaginons quelques instants que notre système de santé n'existe pas. Il n'y aurait pas de régulation des praticiens de santé, quels qu'ils soient, pas de cotisation, pas de remboursement. L'État serait totalement étranger à tout ce qui a trait à la santé. Les assurances privées fleuriraient pour pallier ce manque et ce serait donc seulement les riches qui pourraient se soigner. En France, on a les cotisations et les remboursements. On a la CMU, la ME, la PUMA, les PASS, on a les ALD, les maladies professionnelles et les accidents de travail, et on a les arrêts de travail. Toutes ces mesures permettent à chacun de cotiser à la hauteur de ses moyens et de recevoir à la hauteur de ses besoins. Alors bien sûr, le système est très dysfonctionnel par certains aspects, et il y a beaucoup à redire, mais creuser les inégalités sérieusement ? C'est une grossière exagération qui ne convaincra que ceux qui en sont persuadés et qui ont oublié qu'ils n'ont jamais déboursé un seul centime pour leur chimiothérapie ou l'opération de leur fracture faite au travail. 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Élise Lucet nous assène ici un chiffre choc. Alors ok, admettons, mais d'où vient donc ce chiffre de 8 millions ? Eh bien on ne sait pas.
Le plus probable, c'est que ce soit une exagération d'un chiffre donné par une mutuelle de santé, basé sur les chiffres de la DREES, qui datent de 2018. L'assurance en question parle de 7,4 millions de Français qui vivent dans des communes où l'accès à un médecin généraliste est potentiellement limité. Et si c'est ça, on notera déjà qu'on est passé de 7,4 à 8 par magie. Mais que dit l'étude source de la DREES ? Déjà, reprenons la définition retenue par l'étude. On considère ici les territoires de vie santé, des sortes de découpage du territoire en zones d'accessibilité aux soins. Un territoire est considéré comme zone sous-dense si chaque habitant ne peut potentiellement pas avoir plus de 2,5 consultations par an avec un médecin généraliste libéral. Et selon cette étude, il existe 3,8 millions de personnes dans cette situation. Mais alors d'où vient ce chiffre de 7,4 ? Eh bien, il vient d'une autre possibilité de calcul qui n'a pas été retenue par la DREES car moins pertinente et qui considère les communes au lieu des territoires de vie santé. C'est-à-dire que si vous habitez à Trifouilly-les-Oies et qu'il n'y a pas de médecin, vous êtes, selon Élise Lucet, considéré dans un désert médical, alors même qu'il y a une maison médicale avec 4 généralistes à Tombouctou-les-Bains, à 6 km de là. Alors, c'est vrai que stricto sensu, ce n'est pas faux d'avancer le chiffre de 8 millions. Mais quand même, elle prend un chiffre gonflé issu d'une analyse non pertinente et elle l'arrondit à l'entier supérieur en dépit de toute règle mathématique. C'est hyper malhonnête. En cause, la liberté d'installation des médecins. Comment ça clash? Vas-y, Élise! Bon bah voilà, donc s'il y a des déserts médicaux, c'est parce que les médecins peuvent s'installer où ils veulent. Et c'est tout. Et oui, parce qu'on ne parlera que de ça durant toute l'émission, comme si la liberté d'installation était le seul et unique problème. Je ne m'étale pas sur le sujet tout de suite, on y reviendra. Mais on note déjà l'énorme parti pris après à peine 2 minutes 30. En France, dans une commune sur 3, trouver un médecin est presque une mission impossible. Et là, j'ai beau chercher, je n'ai aucune idée de l'origine de ce chiffre. Si on considère la proportion de personnes vivant en zone sous-dense, on atteint 5,7%. On est très loin d'un tiers. Et encore, ça c'est en prenant en compte toute la France. Mais ça comprend également les dom-toms, dont Élise Lucet ne parlera d'ailleurs jamais dans le reportage, alors que 44% des Guyanais vivent en zone sous-dotée et plus de 15% des Martiniquais et des Guadeloupéens. Ces 5 dernières années, elle a vu les visites augmenter de 23%. Dans le même temps, le nombre de généralistes libéraux dans le département diminuait de 20%. Et encore une fois, aucune idée de la provenance de ce chiffre. Perso, j'ai trouvé un article de journal dont les données sont basées sur la DARES et les numéros RPPS, qui parlent au contraire de plus 6,7%, ainsi qu'un rapport du CNOM, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui lui parle de moins 0,9 à moins 8,8%. Encore une fois, si quelqu'un réussit à trouver ces fameux 20%, qu'il se manifeste en commentaire. Bon, on passera également sur le graphique qui... Bon voilà, il y a globalement rien qui va, et si vous ne voyez pas le problème, je vous renvoie à la vidéo de Defecator sur le sujet. Et comme on n'avait pas suffisamment bien fait comprendre que le problème venait des généralistes, on en rajoute une couche. De nombreuses personnes âgées sont bloquées ici. Pour les renvoyer chez elles, le directeur aurait besoin de l'aide des médecins traitants. Ce sont eux qui coordonnent le maintien à domicile. Et là, les petits gars, il se trouve que je suis justement en service de gériatrie en ce moment même. Et je peux vous dire que ce qui bloque, ce n'est pas les médecins traitants, mais les places en EHPAD, en maison de convalescence, les SSR, et les aides à domicile, les infirmières, les aides ménagères, le portage des repas, etc. Certes, le médecin généraliste est le pivot de cette organisation, mais là où on manque de médecins, on manque aussi et surtout de tout ce qui va avec. Et là, on voit la magie du montage opéré. Écoutez bien ce que dit le médecin. Ce sont des personnes avec un tissu médical de proximité, notamment des médecins généralistes, on arriverait à maintenir à domicile? Oui, mais le problème c'est que ce tissu de proximité a disparu, ou s'est considérablement étiolé. Et on entend bien à son intonation que sa phrase n'est pas terminée. Mais on n'aura pas la suite. Et à la place, on viendra accoler la fin de la phrase du directeur, dont on n'aura par ailleurs jamais le début. Et c'est un paradoxe, parce qu'on n'a jamais autant eu de docteurs en médecine, en France,
au moment où je parle. On a l'impression que les deux bouts de phrase n'en sont qu'une, alors qu'en fait elles sont sorties de tout leur contexte et veulent peut-être même dire l'opposé de ce qui est présenté. Mais ça, encore une fois, on n'en saura jamais rien. Sauf qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine choisissent plutôt de devenir spécialistes que généralistes. Sauf que la réalité est bien plus complexe, et le mot le plus important dans cette phrase, c'est « choisir ». Parce que des témoignages d'étudiants en médecine qui parlent de pression sociale et universitaire concernant les choix de spécialité, il y en a un paquet. Alors certes, un témoignage n'est pas une preuve, mais comme c'est l'arme préférée d'Élise Lucet, on va dire qu'on combat à armes égales. Ah oui, donc l'université chez vous, on est plutôt sur un mode spartiate, quoi. On voit bien grâce à tous ces témoignages que le choix de spécialité est loin d'être objectif, rationnel et dénué de toute pression. On y reviendra en conclusion, mais gardez tout ça en tête pour mieux appréhender la suite. Biarritz est l'une des 10 villes françaises les mieux dotées en médecins. Et encore une fois, on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Si on fait une recherche Google à l'arrache, on tombe sur 2 sites qui donnent des classements très différents, mais Biarritz ne figure dans le top 30 d'aucune des deux. Prenons une source un peu plus fiable. Sur le site Rayzone d'Amélie, on voit que Biarritz est la seule commune dans son territoire Vie-Santé. Elle est en zone de vigilance, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore vraiment de carence en médecins, mais que ça risque d'arriver dans les années à venir. La ville de Biarritz compte 55 médecins généralistes pour 25 532 habitants, soit 215 médecins pour 100 000 habitants. Si on prend la ville voisine de Bassus-Sari, à moins de 10 km de là, on est à 8 médecins généralistes pour 3 179 habitants, soit 251 médecins pour 100 000 habitants. Et d'ailleurs, on est hors zonage, c'est-à-dire que ce n'est pas une zone qui nécessite de nouveaux médecins. Ça, c'est si on prend les communes. Parce que dans une zone très dense comme la côte atlantique, les villes se touchent presque, donc si on n'a pas de médecin dans sa commune, on peut facilement en trouver un dans la ville d'à côté. Et c'est pour cela qu'il faut raisonner en termes de territoire Vie-Santé. Et là, on se rend compte que Biarritz est moins bien doté en médecins que Bayonne, par exemple, qui englobe dans son TVS 5 communes dont Mouguer, avec ses 5201 habitants et seulement 4 médecins, soit 77 médecins pour 100 000 habitants. Donc forcément, certains habitants de Mouguer doivent être suivis à Bayonne, qui est à moins de 10 km. Maintenant qu'on a posé ça, on peut reprendre l'exemple de la Ferté-Macé donné en début de documentaire. Aucun médecin dans la ville. Le TVS est une zone d'intervention prioritaire. En effet, seulement 7 médecins pour 11 166 habitants. Tous ces médecins exercent à Briouze, soit 63 médecins pour 100 000 habitants. C'est un peu moins que Mouguer et pourtant la situation est bien différente. Tout simplement parce que la densité de population est faible et les patients sont répartis sur une zone bien plus large qu'à Bayonne. Ils doivent donc faire plus de route pour trouver un médecin. Et deuxième point, c'est partout pareil à 25 km à la ronde. Et encore, Briouze n'est pas la commune la moins bien lotie, puisque non loin de là, à Athis-Val-de-Rouvre, un seul médecin de plus de 60 ans s'occupe des 4236 habitants de la commune, soit 23 médecins pour 100 000 habitants. Mais à Flers, juste à côté d'Athis-Val-de-Rouvre, il y a 11 médecins pour seulement 14 779 habitants, ce qui permet aux Athisois, ou Athisiens, je sais pas, d'aller se faire soigner à Flers. Bref, vous l'aurez compris, raisonner en termes de ville, de commune, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est d'avoir un médecin proche de chez soi, qu'il soit sur la commune de résidence ou pas. Et forcément, dans des zones très peu denses et rurales, quand il y a des difficultés, ça implique d'aller plus loin, puisque les territoires de Vie-Santé sont géographiquement plus grands. Là, en fait, on est dans le centre-ville et il y a des médecins un peu de partout. Regarde toutes ces plaques de médecins là. Non mais des plaques. Toujours plus bling-bling. Nous, à l'époque, on n'avait pas besoin de ça. Alors déjà, sachez que les avocats, les notaires et les paramédicaux ont aussi des plaques, donc voir une plaque ne veut pas dire que c'est un médecin qui est installé. Et surtout, qui vous dit que ce sont des médecins généralistes? Allez hop, on retrouve facilement l'adresse grâce aux vitrines des magasins et nous voilà donc 9 rue du Helder. On voit 5 ou 6 plaques sur l'image et bingo, que retrouve-t-on à cette adresse? 3 médecins généralistes certes, mais aussi un ostéopathe. Je n'ai pas retrouvé le propriétaire de la 5e plaque, mais si quelqu'un passe par Biarritz, qu'il nous le dise dans les commentaires. Et il aura fallu moins de 10 minutes à Cache Investigation pour interviewer un médecin anti-vax, anti-pass, flirtant avec le complotisme et diffuser ses propos déformés et coupés au montage. On choisit donc parmi les plus de 100 000 médecins généralistes en France, un anti-vax notoire, fils et petit-fils de médecins, ancré à Biarritz depuis des générations
et surfeur depuis l'enfance, pour illustrer ces médecins qui ne veulent pas aller exercer dans des déserts médicaux. Bon, maintenant soyons honnêtes. Quel biarro ancré dans la région depuis 2 générations serait prêt à presque 30 ans à tout plaquer famille, conjoint, amis, loisirs pour aller exercer dans la Creuse? Et surtout, qui pourrait en vouloir à cette personne d'être, disons, moyen chaud? Arrêtons-nous également un instant sur le montage. En moins de 30 secondes, Guillaume Baruc prononce 6 fois le mot liberté, ce que le montage met bien en évidence. Et également pour la liberté que ça procure. Vraiment, c'est important d'avoir une liberté. La liberté d'installation, la liberté d'exercice, une liberté de pouvoir changer de façon d'exercer, de lieu d'exercice, la liberté de pratiquer selon des horaires souples. Mais si on écoute bien, on se rend compte que c'est à chaque fois pour évoquer des concepts différents. Et également pour la liberté que ça procure. La fin de la phrase a été coupée au montage, aucun moyen de savoir ce qui a été réellement dit. Vraiment, c'est important d'avoir une liberté. Encore une fois, coupure. Il pourrait aussi bien parler de liberté d'expression qu'on n'en saurait rien. Enfin, il parle une fois de liberté d'installation, puis 2 fois de liberté d'exercice. Ce qui n'a rien à voir. La liberté d'exercice est le fait que chaque médecin généraliste, contrairement aux gériatres par exemple, a le droit d'exercer à l'hôpital ou en ville, en libéral ou en salarié, seul ou en groupe. Et tout ça, c'est possible dans un désert médical, donc c'est hors sujet. La dernière occurrence est la liberté d'horaire, ce qui est commun à tous les indépendants. Et le docteur Baruc de conclure: une des caractéristiques de la médecine libérale en France, c'est justement cette liberté. Alors, je ne suis pas certaine, mais il me semble que 1. La fin de la phrase est coupée au montage, 2. Elle est accélérée pour rendre la transition avec la suite plus impactante. Mais encore une fois, je laisse ceux qui sont plus doués que moi répondre à cette interrogation en commentaire. Et si vous voulez l'avis du principal intéressé à propos de cet extrait, il l'a partagé sur Twitter. Non, mais c'est peut-être pour que ça passe mieux au montage. C'est probablement un pur hasard si ça tronque le propos de départ. Cette liberté entraîne une mauvaise répartition des médecins sur le territoire. Le mot est dit, le lien de causalité est fait, sans l'ombre d'un argument pour l'étayer d'ailleurs. Certes, les médecins généralistes sont mal répartis sur le territoire, et certes, ils ont la liberté de s'installer où ils le veulent. Y a-t-il un lien entre ces 2 faits? Probablement. L'un entraîne-t-il l'autre? Possiblement en partie. Est-ce le seul facteur qui explique la situation? Absolument pas. Et encore une fois, le reportage occulte complètement cet aspect et on y reviendra en conclusion. Bah après, ils peuvent pas tout traiter en aussi peu de temps. C'est normal que ça soit incomplet. Mais ça rend pas ce qui est dit faux pour autant. Et dans ce cas, comment tu expliques qu'il n'ait jamais fait mention à aucun moment de la complexité de la question et de l'angle partiel de cette enquête? Eh ben, il fait vachement beau pour un mois de février, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, l'émission se rend bien compte de son oubli. Nous avions identifié un suspect, la liberté d'installation. Un suspect, pas un coupable. Donc là, pendant les 35 minutes restantes, les journalistes vont s'atteler à trouver une solution à un problème avec un angle bien précis dont ils n'ont jamais démontré qu'il était pertinent. Tout ce qui va suivre n'a aucune valeur car ils n'ont pas démontré que leur postulat de départ, à savoir la liberté d'installation et la cause unique des déserts médicaux, était valable. On pourrait s'arrêter là en fait, mais comme on aime souffrir, continuons. Alors encore une fois, c'est juste de la mise en scène. Mais sérieusement, le mec qui descend de sa voiture après s'être arrêté sur la voie sans se garer pour entrer dans une pharmacie avec un gros ma santé au naturel sur la devanture... Mais si c'est naturel, c'est que c'est... Non, les cyclones, les hippopotames, c'est naturel, et je doute que vous ayez très envie de vous retrouver en face de l'un des 2 un jour. Eh ben ça dépend, tu vois. J'avais un super ami à Corinthe qui avait chassé un énorme rhinocéros, et ça s'était très bien passé. Les pharmaciens ne peuvent pas s'installer où ils le veulent, où ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes démographiques. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de population, vous pouvez ou non avoir une pharmacie. Et ce pharmacien de l'Orne a la solution. On prend le modèle d'obligation d'installation des pharmacies et on fait pareil pour les médecins. Ah, c'est si simple la politique. Bon, vous vous en doutez bien, en fait, pas vraiment. Déjà, il n'y a pas de pénurie de pharmaciens en France, au contraire. Je le répète, mais il n'existe pas de zone surdotée en médecins en France. Et surtout, une pharmacie, c'est un commerce. Ça ouvre et ça ferme à des horaires fixes. Et la charge de travail n'est que peu dépendante du nombre de clients, contrairement à un médecin qui se doit d'honorer le plus de rendez-vous possible. Et puis, les pharmacies ne vendent pas que des médicaments, bien au contraire.
du chiffre d'affaires des pharmaciens se fait sur la parapharmacie et les pseudomédecines, comme l'homéo, la phyto, l'aromathérapie et la cosmétologie, bien plus que sur les médicaments remboursés. À l'obligation de soins s'ajoutent donc les règles de commerce et de concurrence, auxquelles ne sont bien sûr pas soumis les médecins. Bref, vouloir appliquer tel quel le système de contrainte d'installation des pharmacies aux médecins, c'est signe d'une grande ignorance de la pratique de ces deux professions. Les sages-femmes, les infirmiers et les kinés aussi ont été privés de leur liberté d'installation. Sauf que c'est faux. Et pour les trois professions, c'est pareil. Globalement, ils peuvent s'installer où ils le veulent, mais s'ils vont en zone surdotée, ils doivent remplacer un futur retraité sous peine de ne pas être conventionnés, c'est-à-dire que leurs actes ne seront plus remboursés par la Sécu. Et pour ces trois professions également, des aides financières sont disponibles s'ils s'installent en zone sous-dense. Ainsi, le guide d'installation de l'Ordre des sages-femmes de 2015 précise que le principe est celui de la liberté d'installation. Néanmoins, dans les zones surdotées, le conventionnement avec la Sécu n'est possible que si on remplace une sage-femme définitivement ou si son activité baisse de 50% ou plus. Petite nuance, si un infirmier veut s'installer dans une zone intermédiaire ou très dotée, il doit réaliser 2/3 de son activité dans cette zone. Et pour les kinés, c'est globalement la même chose. Oula, mais ça a l'air vachement complexe tout ça. Nous, le système de santé, c'était les médecins et puis c'est tout. On n'avait pas autant de métiers différents pour soigner. On allait de l'examen du patient au bout du traitement tout seul. C'est pour ça que je suis super calé en botanique. Encore une fois, la différence avec les médecins est fondamentale. Il n'existe pas de zone surdense en médecin généraliste. La comparaison est donc non pertinente. Puis vient l'interview du docteur Olivier Querert, généraliste à Luxeuil-les-Bains, classé en zone d'intervention prioritaire. Il a écrit plusieurs articles dans le Huffington Post, dont 2 sur les déserts médicaux. Dans aucun de ceux-ci, il ne parle de remettre en cause la liberté d'installation. Et ces analyses sont d'ailleurs très intéressantes, elles sont en description. Et il est même contre quand on lui demande son avis sur la loi Touraine. Je cite: « Dire qu'on va obliger les jeunes à faire quelque chose, c'est oublier qu'ils peuvent décider de faire autre chose que de la médecine. » Une fois ceci posé, écoutons ce qu'il a à nous dire. Mais nous devons nous interrompre pour noter qu'on nous lance encore un chiffre. Ce sont tout de même 9 milliards d'euros de consultations que l'assurance maladie verse chaque année aux généralistes libéraux. Sauf que non, ce sont les patients qui payent et qui sont remboursés après. Les médecins ne sont pas salariés par la sécurité sociale. C'est justement le principe de l'exercice libéral. Et d'ailleurs, le docteur Olivier Querert l'explique très bien juste après. Nous sommes dans un pays où la population prépaye ses soins par ses cotisations et par ses impôts, et à un moment, lorsqu'elle a besoin, elle va chercher ces soins qu'elle a prépayés, et il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus suffisamment de professionnels, ou plus de professionnels, ou pas de professionnels disponibles pour pouvoir le faire. C'est au moins 1/3 du territoire aujourd'hui. Voilà d'où il venait ce chiffre d'1/3 qu'on n'a jamais pu retrouver. Donc la source du chiffre précédent, c'était ce monsieur. Et d'où tire-t-il son chiffre lui-même ? Mystère. En tout cas, il n'en parle ni sur son site, ni dans ses articles. Bon, après, on a une illustration des syndicats sur Bellaccia, et... voilà. Et forcément, tout ça pour bien contraster avec l'image des syndicats de médecins. Non mais sérieusement, c'est quoi ces images? Ça date de quand? On semble voir l'ancien logo de la Convention des syndicats médicaux français et le chiffre 18. La première convention nationale datant de 1971, on peut donc supposer qu'il s'agit de la 18e édition. En 1989. Et ma foi, c'est assez cohérent avec la proportion de femmes, le look des participants, le nombre de moustaches présentes et l'appareil photo du journaliste. Du coup, je sais pas ce qui est le plus insultant entre le syndicalisme ouvrier représenté par les manifs barbecue et le syndicalisme médical représenté par des vieux moustachus, déjà probablement tous retraités ou morts en 2022. Alors, personnellement, j'aurais tendance à dire que l'un comme l'autre, c'est pas très reluisant. Et puis tout le monde sait que la moustache, c'est nul. Il vaut mieux porter la barbe pour avoir la classe. Mais laissons là ces considérations triviales. Voici l'invité d'honneur, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, l'un des principaux syndicats, nous dit-on.
Sauf qu'il n'en est pas président, mais président d'honneur, ce que précise Élise Lucet après le narrateur. Et ça, c'est très différent. Et d'ailleurs, la présidente de la FMF a réagi en rappelant que seule la présidente était légitime pour s'exprimer au nom du syndicat. On a donc ici un superbe argument d'autorité. Le docteur Hamon est désigné comme représentant d'un syndicat, alors qu'il n'en est en fait que président d'honneur, et il s'exprime donc ici pour lui-même uniquement. Docteur Hamon à qui elle ne serre évidemment pas la main, et oui, elle a déjà fait la connerie avec Véran une fois mais pas deux. Bon, par contre, pour le masque, on repassera. Au moins, cette fois-ci, l'équipe technique est masquée en arrière-plan. Puis, le docteur Hamon expose ses idées, et notamment un plan de 50 000 € par an et par médecin qui s'installerait, en expliquant que c'est un coût de 2 milliards. Et la nouvelle coupe au montage. On n'aura jamais l'explication de ces 2 milliards. Un peu moins de 3500 internes choisissent la médecine générale chaque année, et si on donne 50 000 € à chacun d'entre eux, ça fait seulement 175 millions, donc on est loin du compte. On ne saura pas à quoi ces 2 milliards faisaient référence, ni même si la phrase était prononcée à ce sujet. Parce que les zones où il y a assez de généralistes, elles se comptent sur les 10 doigts d'une main. Et là, on a enfin une piste de réponse aux déserts médicaux. Miraculeusement, cette phrase, qui dessert complètement le propos du reportage, a été gardée au montage. On aura juste droit à une Élise Lucet dubitative, alors même qu'elle aurait dû acquiescer si elle avait correctement bossé le sujet, puisqu'il est impossible de ne pas faire ce constat quand on s'intéresse à la question honnêtement. Et on change de sujet pour esquiver cette remarque gênante. Dites-moi, les kinés n'ont pas la liberté d'installation. Les infirmières, non. Oui, bon. Les sages-femmes, non. Premier mensonge énoncé par Élise Lucet elle-même, qui affirme que les kinés n'ont pas la liberté d'installation. C'est faux, on l'a vu plus haut, et là ce n'est pas la faute d'un stagiaire journaliste qui a mal travaillé, c'est bien elle qui le dit. Idem pour les infirmières et les sages-femmes. Et le docteur Hamon, semblant ignorer qu'Élise Lucet raconte complètement n'importe quoi, de rebondir en précisant il y avait une surpopulation d'infirmières. Ce qui, pour le coup, est vrai. Attends, mais depuis tout à l'heure, tu parles de sages-femmes. C'est des sortes de piti? Ah non, pas du tout, ce sont des personnes qui s'occupent des accouchements. C'est louche. Il faut que je trouve d'où ça vient. C'est ça, fais donc tes recherches et tu nous feras un rapport détaillé. Ça va rien régler du tout parce que ça va mettre les médecins, ils vont aller dans le salariat. Et alors? Jean-Paul Hamon résiste en expliquant que l'obligation d'installation va pousser les médecins vers le salariat, idée que défendait également le docteur Olivier Querert, mais qui n'est jamais détaillée ici. Et nouvelle coupe au montage. Et c'est bien dommage parce que cette idée aurait grandement gagné à être détaillée, mais on en reparlera en conclusion. Qui finance majoritairement les consultations chez les médecins généralistes? Les patients. C'est la Sécu. Et on nous remet sur la table l'idée que c'est la Sécu qui paye les consultations. On a déjà vu que c'était bien plus complexe. Mais l'aboutissement de cet enchaînement d'idées n'avait qu'un seul but. Puisque vous êtes payé par les contribuables majoritairement, vous ne devriez pas aller là où les gens ont besoin de vous. L'argument est tout à fait valable et le docteur Hamon s'apprête à y répondre. C'est toujours délicat ce financement de la caisse d'assurance maladie. C'est pas délicat, c'est factuel. Alors oui, c'est factuel, mais depuis le début, c'est surtout l'angle du reportage qui est très manichéen et parcellaire, et apporter de la nuance serait intéressant. Et tout de suite après, le docteur Hamon enfonce le clou du tout blanc tout noir en déviant l'accusation. Seulement, le problème, c'est pas de la faute des médecins, c'est de la faute de l'État. Non mais franchement, on n'est pas loin du « c'est lui qui a commencé ». J'ai trouvé! Alors en fait, on avait ça dans l'Antiquité, mais on appelait ça des maillotria. Et c'est bien plus tard, au Moyen-Âge, on sait pas pourquoi, qu'on va se mettre à appeler les mailloticiennes des sages-femmes. Mais sages au sens de sagesse, de connaissance. Donc c'est aussi prestigieux qu'à notre époque. Eh bien, merci pour cette précision étymologique, Hippocrate. Alors, il y a un organisme, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes a publié un rapport en 2017. Le fameux rapport de la Cour des comptes. Il fait 287 pages. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu en entier. Mais il a le mérite d'être très clair et très complet et surtout de proposer des comparaisons avec les autres pays, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui sont pertinentes. On y parle surtout de conventionnement sélectif, mais également de rémunération et d'actes. Bref, la problématique est bien plus complexe que de simplement vouloir obliger les médecins à s'installer ici ou là. Et surtout, ce rapport de 287 pages, il a un objectif financier. Le cœur même de la Cour des comptes, c'est de faire des rapports économiques. L'accès aux soins, les inégalités et les pertes de chance des habitants en zones sous-dotées, ce ne sont pas du tout les problématiques abordées ici.
Mais ce rapport est néanmoins intéressant et le passage pertinent par rapport au sujet qui nous intéresse commence à la page 122 dont je vous conseille la lecture. Car il nous apprend une chose qu'Élise Lucet se garde bien de nous dire. Cela fait à peine 15 ans que les incitations financières pour les zones sous-dotées existent et la Cour des comptes conclut bel et bien que ces mesures sont efficaces, bien qu'insuffisantes. Et ce qui emmerde la Cour des comptes, c'est avant tout le manque de rentabilité de ces méthodes d'un point de vue financier, bien plus que leur impact sur la vie des patients qui en dépendent. Ce qui est marrant, c'est que les citations de ce rapport sont bien choisies, inefficaces et fuite en avant. Alors voyons exactement le contexte de ces citations. Le terme inefficace est employé en titre de chapitre pour désigner les mesures de régulation dont les aides financières. Mais sur quels critères d'efficacité se base-t-on ? Eh bien, encore une fois, pour la Cour des comptes, ça semble être l'aspect financier, et c'est probablement confirmé par la deuxième citation. Encore une fois, c'est bien d'argent dont on parle, et pas de prise en charge du patient, d'autant que la Cour des comptes se contredit, en affirmant que les mesures sont inefficaces avant de dire que leur efficacité n'est pas évaluée. Il faudrait choisir. Quand même pas me dire que la Cour des comptes, c'est pas sérieux. Parfait exemple de faux dilemme. La thèse formulée par Élise Lucet est qu'il faut obliger les médecins à s'installer. Et si on n'adhère pas à cela, ça veut dire qu'on accuse la Cour des comptes de ne pas être sérieuse. Et évidemment, on peut ne pas être d'accord avec les conclusions d'Élise Lucet sans remettre en compte la légitimité de l'organisme. Si les incitations financières sont inefficaces, on se dit que là, donner 50 000 € par an à chaque généraliste tous les ans, si c'est inefficace, ça fait cher l'inefficacité. Bah non, Élise, personne n'a jamais dit que la proposition de Jean-Paul Hamon serait inefficace. Peut-être juste que les incitations financières sont effectivement insuffisantes. Et ça, moi, j'en sais rien, je suis pas économiste ni médecin de santé publique. Mais en tout cas, encore une fois, l'argumentation est très fallacieuse, d'un côté comme de l'autre. Et soit dit en passant, le seul contrat que les étudiants en médecine connaissent, c'est le CESP, et on va s'arrêter 2 minutes pour en parler. Nos boîtes mail sont inondées de propositions de CESP à peu près depuis la 2e année. Le principe est simple, une bourse pendant toutes nos études et l'obligation de s'installer dans un désert médical durant autant d'années qu'on a perçu cette bourse. Cette mesure a 2 objectifs, favoriser l'intégration d'étudiants financièrement précaires dans les études de santé et remplir les déserts médicaux. Sauf que, ici, les étudiants choisissent de souscrire à cet engagement, et ce, dès le début de leurs études, ou pendant leurs études. Ils savent dès leurs 20 ans qu'à 28 ans, ils devront partir s'installer en zone sous-dotée, et forcément, ils organisent leur vie en fonction de cette contrainte qui est connue, ce qui est radicalement différent que de se retrouver en quelques mois catapulté à des centaines de kilomètres de tous ses proches. Et on passera sur la fin de l'interview qui est ni plus ni moins une chamaillerie d'école primaire. Changement de décor, on va comparer la France au Canada, car les 2 systèmes de santé sont similaires, nous dit-on. Alors déjà une chose, voilà la France, voici le Canada. Voilà la densité de population en France et au Canada. Avant même de commencer, est-ce qu'on peut pas déjà se dire que la comparabilité sera un poil limite ? Alors certes, on nous parle uniquement de Québec, mais même Québec, c'est déjà gigantesque. On nous parle de la ville d'Amos, à 600 km de Montréal. 600 km, c'est la distance entre Bordeaux et Paris. Et à l'échelle du Canada et même du Québec, Amos, c'est pas si loin de Montréal. Bref, les pays n'ont rien de comparable dans leur géographie, et ça rend l'analogie déjà un peu grotesque. Mais il faut être attentif à ce que nous dit le narrateur. Geneviève, une médecin dont on va suivre le parcours, s'est retrouvée là pour 2 ans après son internat. Ce n'est pas une installation pérenne et définitive, et on le gardera en tête pour tout à l'heure. Aux yeux de certains praticiens français, cela pourrait ressembler à un aller simple vers le goulag. On ne va pas épiloguer et je tiens sincèrement à présenter mes excuses à toutes les personnes victimes de ces déportations qui pourraient être choquées par de tels propos. Pour s'installer, les jeunes médecins sont obligés d'aller là où des besoins ont été identifiés. Alors vérifions la loi canadienne, et c'est un peu complexe donc j'invite les Canadiens qui regarderaient cette vidéo à corriger si nécessaire. Déjà, un concept est présent dans la loi mais n'apparaît pas du tout dans l'émission. Le temps de travail. Les généralistes québécois doivent suivre un nombre minimal de patients et faire un nombre minimal d'heures dans la région où ils se déclarent s'ils veulent être conventionnés. Et on voit également qu'il ne s'agit pas d'obligation d'installation, mais de conventionnement sélectif. C'est-à-dire que les médecins qui ne veulent pas jouer le jeu peuvent s'installer où ils le veulent, mais leurs patients ne seront pas remboursés par l'assurance maladie s'ils vont les voir. Ensuite, le Québec fonctionne grâce à des plans régionaux d'effectifs médicaux, les PREM, mis à jour plusieurs fois par an et qui déterminent le nombre de médecins nécessaires
nécessaires par région. Et des places, il y en a partout en fait. Le 30 janvier 2022, il y a 81 places accessibles aux jeunes médecins à Montréal par exemple. Bien sûr, il y a plus de demandes que de places, et plus qu'une obligation d'installation, le système québécois semble bien plus être un système de quotas. S'il y a déjà trop de médecins dans une région, on ne prend pas de nouveaux. Logique. Et une fois que vous êtes sur un poste, vous devez y rester au moins 1 an. En revanche, il n'y a pas du tout d'obligation telle quelle, et il y a surtout des incitations financières en complément. Beaucoup d'incitations. Des actes revalorisés jusqu'à 30% en fonction de l'éloignement par rapport à une métropole, une prime d'installation, une prime de rétention, une prime d'éloignement, des jours de formation rémunérés, jusqu'à 4 billets d'avion par an. Et si vous restez 3 ans dans un désert médical, vous pouvez revenir vous installer n'importe où, même dans des zones déjà surdotées. Mises bout à bout, ces aides peuvent représenter jusqu'à 100 000 $ canadiens par an par médecin. Alors même en indexant sur le coût de la vie, plus élevé au Québec, les 50 000 € du docteur Hamon à côté. Maintenant que nous avons étudié les textes officiels, voyons ce qu'en dit notre narrateur. Et en cas de non-respect de cette règle, les autorités appliquent une sanction. Une baisse de 30% de leurs revenus. Alors, c'est vrai, mais encore une fois, c'est un peu plus complexe. Cette mesure existe bien, mais c'est pour les médecins qui ne rentrent pas dans le système de choix par poste. Mais on peut très bien s'installer en plein centre-ville sur un poste proposé et disponible sans avoir cette pénalité. Elle s'applique simplement à ceux qui n'auraient pas pu avoir le poste voulu et s'installeraient malgré tout dans une zone surdotée. Bien plus qu'une obligation pure et simple, c'est bien l'argent le moteur de ce système, et la médecin interviewée après le dit très bien. Tous les actes sont bonifiés, donc il y a une majoration de 30% sur les actes en cabinet. Donc c'est ce qu'on dit, c'est qu'on est payé à 130%. Ensuite de ça, on a des aides à l'installation qui sont des montants qui nous sont versés. Donc, c'est des montants ponctuels, 2 fois 25 000 $. Et puis, on a également droit à des journées de formation. Donc, 20 jours de formation par année et 4 déplacements. Des incitations financières très importantes, ce qui avait été balayé d'un revers de la main par Élise Lucet quelques minutes plus tôt. Dans les 4 années qui ont suivi la mise en place de ces règles, les flux d'installation de médecins se sont inversés dans la région. Dans les zones les plus démunies, ils ont augmenté jusqu'à 76%. Tandis que dans les zones les plus proches des grandes villes, il y avait 21% de moins de médecins qui s'installaient. Sauf que les chiffres du Collège des médecins du Québec, ils disent pas ça. Visiblement, l'émission a été tournée avant l'épidémie, donc on va dire 2018. De 2014 à 2018, le nombre de médecins de famille exerçant au Québec a augmenté de plus de 5%. Et la plus forte hausse que je trouve sur cette période, c'est plus 13%. Et la plus forte baisse, c'est pour la ville de Québec, moins 1%. Je ne sais pas d'où vient ce plus 76%, ni le moins 21% dans les grandes villes d'ailleurs. Encore une fois, propre recherche, commentaires, tout ça. Bref, le modèle québécois est loin d'être la panacée, comme le montre d'ailleurs cet article à propos d'un projet de loi encore plus coercitif. Waouh! Une telle conscience de l'intérêt général. Et c'est probablement à cause de cette remarque que les médecins ont crié au scandale. Exclamation rhétorique qui veut clairement dire que les internes en médecine actuels n'ont pas conscience de l'intérêt général. Ça n'apporte rien au débat de fond, c'est juste gratuit. C'est vrai, vous êtes vraiment des gougnafiers. Sérieux, on vous paye pendant toutes vos études, on vous transmet tous nos savoirs, et vous voulez vous la couler douce sur la Côte d'Azur? Bande d'ingrats! Puis pendant 2 minutes, on a le droit à l'avis d'une des négociatrices du système québécois actuel, qui trouve l'opposition des médecins français à la fois ridicule et à la fois très proche de ce qu'elle a vécu au moment où elle négociait pour eux. Ces 2 minutes, encore une fois, ne servent à rien. Elles n'apportent aucun argument, aucune donnée factuelle, c'est juste de la moquerie gratuite. Tout cela pour conclure qu'il faut négocier avec les syndicats et que les Québécois, eux, ils ont réussi. Puis 3 nouvelles minutes d'interview de députés qui se sont battus pour combattre les déserts médicaux. Et c'est bien dommage parce qu'encore une fois, on n'entend pas leurs arguments. On a juste droit à la réponse d'Agnès Buzyn qui argue que le problème est plus complexe et repose en partie sur un défaut d'attractivité des territoires plus global. Puis 40 secondes de presque test complotiste. Je pense que Madame le ministre a une réponse qui est certainement préparée par l'administration et qui est la même, avec les mêmes argumentaires qui sont donnés à tous les ministres qui se suivent. Rien que ça. Tout n'est que complot. Alors c'est une multiplication d'exemples visant à montrer que les ministres de la Santé vont toujours dans le sens des médecins. On n'aura bien sûr jamais le droit à une vraie argumentation sur les raisons, par exemple, qui auraient pu pousser ces ministres à défendre la liberté d'installation à tout prix. Et la suite n'est qu'un argument autour du pouvoir, bien réel, des syndicats de médecins.
Alors c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais pas le temps de s'éterniser, on est déjà à 45 minutes d'émission et c'est la fin du sujet, il faut conclure. Et quoi de mieux en conclusion qu'une interview d'Olivier Véran? Bien évidemment, avoir le ministre au téléphone en pleine pandémie, a priori le 20 août dernier, ce n'est pas chose aisée. Et c'est rassurant, en fait. Mais ça a l'air d'agacer Élise Lucet et son caméraman qui porte son masque bien comme il faut. Et là, c'est très marrant, parce qu'Élise Lucet dit au téléphone à Olivier Véran « Nous, ça nous semble impossible de faire 2 heures d'émission en prime time sur France 2 sans avoir une interview de votre part. » Et la suite, on la connaît. Olivier Véran a accepté à la condition sine qua non que l'interview se fasse en direct, pour éviter les coupures au montage dont l'émission est coutumière. Donc logiquement, si Élise Lucet avait tenu parole, cette émission n'aurait jamais dû voir le jour, puisque impossible. Et ça aurait sans doute été mieux comme ça. Mais voyons comment ce refus est présenté par le narrateur. Sauf qu'après 6 mois de négociations, il refuse d'intervenir dans Cache Investigation. Puis on nous remet la scène du début où Élise Lucet saute sur Olivier Véran à peine sorti de sa voiture. Et là, on a l'information de la bouche du principal intéressé. Voilà comment les choses vont passer. Je suis sur un déplacement sur les solidarités. Je sais, mais ça fait 6 mois qu'on vous demande une interview. Je vais faire un déplacement au Resto du Cœur. On continuera à discuter si vous le souhaitez. J'ai proposé de venir en direct. Et on n'aura pas la fin de la phrase. Une preuve de plus, s'il en fallait, qu'Olivier Véran a bien fait de maintenir ses conditions. Suivi d'un dernier appel à la pitié de la part du narrateur. Direct ou pas direct, est-ce si important au regard des établissements qui opèrent des cancers sans autorisation? Et ce sera tout. Élise, pourquoi? Moi, j'avais confiance en toi. Je t'écoutais, je buvais tes paroles avec allégresse, pensant que tout ce que tu disais était inspiré des dieux. Je suis si déçu de toi, Élise. 50 minutes d'émission, tout ça pourquoi? On l'a bien vu, ce n'est pas du journalisme. C'est un mauvais reportage à charge qui s'intéresse davantage à faire le buzz qu'à informer le public sur les problématiques et les enjeux de la question, qui est pourtant très intéressante. Et oui, parce que c'est hyper compliqué ce genre de problème, et on ne répond pas en 50 minutes d'interviews tronquées et de données non sourcées. Alors, faut-il forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Eh ben, j'en sais rien. Aucun argument n'a été développé dans cette émission, et l'opinion que j'ai pu me forger sur la question est bien plus issue des recherches effectuées pour ce debunk que de la vidéo en elle-même. Mais je peux vous donner plutôt qu'une réponse, disons des pistes de réflexion. Premièrement, les internes en médecine ne sont pas formés pour partir dans les déserts médicaux. À vrai dire, ils ne sont pas formés pour être médecins de famille, mais chefs d'unité dans un prestigieux CHU. Ils ne sont pas formés à écouter, à prendre soin, mais à connaître et à maîtriser. Et c'est bien aussi, mais ce n'est pas le cœur du métier de médecin généraliste. Durant l'externat de la 4e à la 6e année, les internes de Bordeaux ont 12 stages à réaliser pendant l'année, auxquels s'ajoutent 3 stages d'été. Sur ces 15 stages, un seul peut se faire chez un médecin généraliste en ville. Sur ces 15 stages, 11 au moins se font au CHU. On peut être docteur en médecine sans jamais avoir quitté le CHU. Et après, ça s'étonne que les internes ne veuillent pas s'installer en libéral. Forcément, on ne leur a jamais montré ce que c'était. Deuxièmement, un interne en médecine générale finit ses études vers 28 ans. À cet âge, la plupart des jeunes adultes ont une vie de couple, voire une vie de famille. Certains ont des parents parfois âgés ou dépendants. Les internes n'ont pas le choix, ils doivent vivre proche de leur CHU, au moins jusqu'à la fin de la 6e année. Après seulement, ils peuvent partir en stage dans les zones plus rurales, voire dans des déserts médicaux. Mais avant, c'est impossible, et à moins d'avoir un réel attrait pour le milieu rural ou de s'y retrouver en stage par défaut, rien n'est fait pour valoriser ces zones. Ceux qui veulent y exercer n'ont pas découvert cette vocation par leurs études. Troisièmement, l'exercice seul dans son cabinet, ça n'attire plus personne. Le futur de la médecine générale, c'est l'exercice en groupe, voire en maison de santé. Fonder un cabinet à plusieurs, voire avec d'autres spécialistes ou des paramédicaux, ça nécessite du temps, de l'investissement et beaucoup d'argent. C'est sans doute une aventure formidable, mais si complexe et chronophage qu'il semble malhonnête de blâmer ceux qui préféreraient simplement reprendre ou agrandir un cabinet de ville déjà existant. Quatrièmement, pour revenir à l'exemple de la Ferté-Macé, vous savez quelle est la fac la plus proche? Caen. Et encore, il faut compter 1 heure en voiture. Et Caen est la 20e fac sur 28 à être choisie pour l'internat. Les déserts médicaux se trouvent là où les facs ne sont pas. Encore une fois, comment en vouloir à un Parisien de souche de vouloir rester dans la capitale plutôt que d'exercer en milieu rural? Il n'a jamais fait ça, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être attiré par ce type d'exercice complètement inconnu. Cinquièmement, un point qui a été évoqué par 2 des médecins interviewés, mais jamais approfondi, c'est que les internes de médecine générale ne deviennent pas tous médecins de famille. Loin s'en faut. La médecine générale a pour particularité propre de pouvoir conduire à toutes sortes de pratiques très différentes. Un médecin peut décider
décider de devenir médecin conseil pour la Sécu ou pour une assurance. Il peut être coordonnateur d'EHPAD ou de centre spécialisé pour personnes handicapées. Il peut aussi travailler dans un service hospitalier de médecine polyvalente ou de post-urgence, mais aussi changer carrément de spécialité en se formant en gériatrie, en santé du travail, ou bien travailler à SOS médecin pour ne faire que des consultations d'urgence, ou bien des consultations de prévention, notamment dans les PASS ou dans les plannings familiaux. Il peut avoir une activité importante de recherche et de formation qui diminue forcément le nombre de consultations. Enfin, il peut aussi partir exercer à l'étranger ou faire de l'humanitaire. Et pour vous donner un aperçu des offres actuellement en ligne, voilà, 100 000 € par an pour 36 heures par semaine. Wow! Tu imagines toutes les amphores de vin qu'on peut se payer avec autant d'argent? Je sais pas bien si vous imaginez ce que représente 100 000 € par an. Ça fait plus de 8 000 € par mois. Et même si c'est du brut, c'est plus de 4 fois le salaire médian français. Pour 36 heures par semaine. Avec des tickets resto et des RTT. Comment pouvez-vous en vouloir à un jeune interne en médecine de ne serait-ce qu'y réfléchir? Merci à tous d'avoir regardé ce long épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les commentaires pour compléter ou corriger d'éventuelles erreurs et lire les éventuels correctifs. Partagez cette vidéo à tous vos amis pour leur montrer que la démagogie et la simplification à outrance sont rarement bonnes conseillères. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et gardez votre esprit critique. Oh putain, je viens de finir mon calcul. Ça fait plus de 300 amphores d'excellent vin par mois.